The Peace Summit in Switzerland is over and it is now clear that this more or less officially just... Le sommet pour la paix en Suisse est terminé et il est maintenant clair que c'était plus ou moins un coup de pub. Comme beaucoup de commentateurs sur YouTube et ailleurs s'y attendaient, le résultat de cet événement a été que beaucoup de gens se sont rassemblés en un seul endroit et se sont serrés la main. Cependant, si nous regardons le document final, les réalisations concrètes sont vraiment sombres et très maigres. Alors, passons en revue ce qui s'est réellement passé lors de ce soi-disant sommet pour la paix. Tout d'abord, en tant que citoyen suisse, j'ai très honte de la façon dont cela a été exécuté et rapporté. L'ensemble du paysage médiatique suisse est rempli de propagande. Il célèbre à quel point il est cool que la Suisse soit maintenant sous les projecteurs. Notre diffuseur national officiel, la radio et télévision suisse, se contente d'applaudir le fait que tant de dirigeants étaient en Suisse. Quand est-ce que la Suisse est au centre de l'attention mondiale? Il y avait des photos de M. Zelensky et de Kamala Harris arrivant. Avoir la vice-présidente, et non le président, des États-Unis est considéré comme un grand honneur, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait les dirigeants sur le tapis rouge. Olaf Scholz, Justin Trudeau, Macron, et bien sûr, von der Leyen. Justin Trudeau and Macron and of course von der Leyen and the Swiss media is just so proud of Switzerland. Les médias suisses sont tellement fiers d'avoir tant de personnes célèbres en Suisse. Cela montre déjà le niveau d'attention que les médias accordent à ce qui se passe réellement. Aucune attention à une quelconque analyse rationnelle de la situation. C'est juste une autre étape vers la stupidification de l'Europe. Mais maintenant, regardons ce qui a été réellement accompli, car c'était ma grande question depuis le début. À quoi ressemblerait le document final? Toutes ces conférences et sommets essayent généralement de produire un document unique que la plupart des États peuvent signer ou approuver afin d'avancer. Donc, vous voulez que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Everybody on the same page. And this is what they've been working on. Et c'est ce sur quoi ils ont travaillé, en dehors de la séance photo. Et vous savez, la séance photo était intense, n'est-ce pas? C'est ce vers quoi ils ont travaillé. La photo de famille est le grand résultat. Et bien sûr, les médias suisses la célèbrent comme un énorme succès, parce qu'il y a tant de délégations. Mais si vous regardez le contenu diplomatique de ce qui a été accompli, c'est au-delà de maigre. Si vous pensez que c'est la seule chose sur laquelle ils ont réellement pu se mettre d'accord, c'est vraiment assez triste. Le document commence, il s'appelle le Sommet pour la paix en Ukraine. Communiqué conjoint sur un cadre de paix, publié hier, le 16 juin. La guerre en cours de la Fédération de Russie contre l'Ukraine continue de causer des souffrances humaines et des destructions à grande échelle. D'accord. Donc ils ont convenu, ceux qui ont rejoint ce communiqué, que la faute incombe uniquement à la Russie. Cela n'a rien à voir avec les 8 années précédentes et l'échange de tirs en cours. Le Donbass n'est pas mentionné, et ainsi de suite. Très bien, le cadrage est le cadrage occidental. Quoi d'autre pouvait-on attendre? Ils ont rappelé 2 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant les incursions de la Russie en Ukraine. Et ils applaudissent la Suisse. Nous apprécions profondément l'hospitalité de la Suisse. Ils ont mis cela dans le document final. C'est tellement mignon. Oh mon Dieu, ils doivent être si heureux d'avoir joué le bon chien. Et tout le monde les félicite pour avoir fait du bon travail. Mais laissez-moi vous lire quelques-unes des choses qui sont vraiment intéressantes. Nous avons eu un échange fructueux, complet et constructif de divers points de vue sur les voies vers un cadre pour une paix globale, juste et durable, basée sur le droit international, y compris la Charte des Nations unies. Je trouve intéressant qu'il mentionne le droit international. Il ne mentionne pas l'ordre international fondé sur des règles. C'est déjà une approche différente de ce que nous entendons habituellement, et j'apprécie vraiment cela. Nous réaffirmons particulièrement notre engagement
à nous abstenir de la menace ou de l'utilisation de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Force against the territorial integrity or political independence of any state. And I seriously wonder, because Serbia is one of the countries that signed this document, Et je me demande sérieusement, parce que la Serbie est l'un des pays qui ont signé ce document, si la Serbie va utiliser cela pour rappeler à ces pays que reconnaître l'indépendance du Kosovo va en fait à l'encontre de cet accord. Je me demande si c'était la raison de la Serbie, parce que les Serbes ont adhéré à cela. Bien sûr, nous savons tous que cela ne sera valable que dans le cas de la Russie et de l'Ukraine. Tous ces pays oublieront immédiatement qu'ils ont réaffirmé ces principes une fois que la situation changera et que les États-Unis attaqueront à nouveau ou que l'OTAN envahira un territoire. Mais allons au cœur du sujet. Il y a 3 articles dans cet accord qui sont convenus. Trois choses concrètes sont demandées. Maintenant, examinons ces demandes. Nous avons une vision commune sur les aspects cruciaux suivants. Premièrement, toute utilisation de l'énergie nucléaire et des installations nucléaires doit être sûre, sécurisée, protégée et respectueuse de l'environnement. Cela me semble raisonnable. Et ce n'est pas seulement à propos de l'Ukraine. Cela s'applique à tout type d'installation nucléaire. Les centrales nucléaires et les installations ukrainiennes, y compris la centrale nucléaire de Tiberiade, doivent fonctionner de manière sûre et sécurisée sous le contrôle souverain total de l'Ukraine, conformément aux principes de l'AUA et sous sa supervision. La sécurité nucléaire est quelque chose que nous voulons tous. Fine. I mean, nuclear security is something that we want, and up until now, Jusqu'à présent, nous entendons parfois que la centrale de Zaporizhzhia est bombardée. Dans les médias occidentaux, nous entendons toujours que quelqu'un la bombarde et que quelqu'un l'attaque alors que les Russes l'occupent. Cependant, les médias occidentaux ne savent jamais qui bombarde la centrale. Il est même parfois suggéré que la Russie bombarde la centrale qu'elle occupe elle-même. En un sens, cet appel à ce que tout le monde laisse ses centrales tranquilles est tout à fait bienvenu. Je suppose que cela inclurait également les Ukrainiens. D'un autre côté, il est dit que Zaporizhzhia devrait être rendu à l'Ukraine. C'est compréhensible, car il s'agit d'un sommet pour la paix pro-ukrainien. Donc, c'est la première demande. Okay. So this is the first demand. Any threat or use of nuclear weapons. Toute menace ou utilisation d'armes nucléaires dans le contexte de la guerre en cours contre l'Ukraine est inadmissible. Deuxièmement, la sécurité alimentaire mondiale dépend de la fabrication et de l'approvisionnement ininterrompu de produits alimentaires. À cet égard, une navigation commerciale libre, complète et sûre, ainsi que l'accès aux ports maritimes de la mer Noire et de la mer d'Azov sont essentiels. Les attaques contre les navires marchands dans les ports et tout au long de la route, ainsi que contre les ports civils et les infrastructures portuaires civiles, sont inacceptables. La sécurité alimentaire et l'interdiction des attaques contre les navires civils et de fret relèvent du bon sens. En vertu du droit international humanitaire, attaquer les infrastructures civiles est déjà illégal. Donc, cela ne fait que réaffirmer le droit humanitaire international et souligner l'importance de la sécurité alimentaire. C'est une évidence. La sécurité alimentaire ne doit en aucun cas être militarisée. Je pense que tout le monde dans le monde, y compris la Russie, peut être d'accord là-dessus. Les produits agricoles ukrainiens devraient être fournis de manière sécurisée et libre aux pays tiers intéressés. Je vous rappelle que les Russes et les Ukrainiens avaient un accord en place pour garder ces ports ouverts. Il n'a pas été renouvelé par la Russie parce que la partie ukrainienne de l'accord, y compris la levée des sanctions sur l'une des banques russes, n'a pas été remplie. Mais c'est quelque chose auquel je pense que la Russie n'a aucun problème à adhérer en principe. Troisièmement, tous les prisonniers de guerre doivent être libérés par un échange complet. C'est intéressant parce que cela ne précise pas que seuls les Ukrainiens doivent être échangés. Il est indiqué que tous les prisonniers de guerre
doivent être échangés. De plus, tous les enfants ukrainiens déportés et déplacés illégalement, ainsi que les autres civils ukrainiens qui ont été détenus illégalement, doivent être renvoyés en Ukraine. Les personnes qui ont été détenues et emmenées doivent être renvoyées. Cela ressemble à un échange de prisonniers, où les prisonniers de guerre doivent être échangés. C'est une évidence, et c'est déjà couvert par le droit humanitaire international. Il y a eu des échanges de prisonniers en cours entre la Russie et l'Ukraine. Between Russia and Ukraine, it's not as if though this hasn't happened, these exchanges of... Ce n'est pas comme si ces échanges de prisonniers de guerre n'avaient pas eu lieu auparavant. Nous avons donc décidé de prendre des mesures concrètes à l'avenir dans les domaines susmentionnés, avec une participation accrue des représentants de toutes les parties. En un sens, l'accord promet en fait qu'il y aura d'autres étapes et que la prochaine fois, peut-être que la Russie sera également invitée à participer. Ce sont les 3 points principaux sur lesquels ils sont parvenus à un accord. Ce qui est stupéfiant, c'est que toutes les 92 ou 93 délégations en Suisse n'ont pas réellement rejoint celui-ci. Environ 92 ou 83 délégations seulement ont signé le communiqué. Toute une série de pays ne l'ont pas signé. Brazil, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, India and Indonesia. Le Brésil, le Mexique, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'Inde et l'Indonésie n'ont pas signé cela. C'est un consensus très minimal. Je suppose que ces pays n'ont pas signé parce que le communiqué condamne clairement la Russie et attribue la faute, ce qu'ils préféraient éviter, pour garder la Russie disposée à négocier par leur intermédiaire. De plus, l'Arménie, Bahreïn, la Thaïlande, la Libye, les Émirats arabes unis, la Colombie et le Vatican n'ont pas signé. Même le Vatican n'a pas signé ces documents. D'un autre côté, et c'est encore plus intéressant, regardons les pays qui ont signé cela. Let's look at the countries that signed this, because here at the end there's a list of countries, and Parce qu'ici, à la fin, il y a une liste de pays. Et je vous rappelle des pays qui soutiennent le communiqué conjoint. Parmi eux, nous avons le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen, répertoriés comme parties à ce communiqué. C'est tout simplement absurde, mesdames et messieurs. C'est complètement absurde. Le Conseil de l'Europe et ces 3 institutions ne sont pas les mêmes. Le Conseil de l'Europe, qui incluait même la Russie jusqu'à sa suspension en 2022, est une entité distincte. Il est essentiellement le père et la mère de la Charte européenne des droits de l'homme. The European Human Rights Charter, the European Union, L'Union européenne, ses organes, la Commission dirigée par Ursula von der Leyen, le Conseil dirigé par Charles Michel et les autres ministres des pays de l'Union européenne, ainsi que le Parlement européen, sont répertoriés ici comme parties à l'accord. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens. Comment quelqu'un peut-il prendre cela au sérieux si vous signez d'abord individuellement, puis collectivement? La plupart, sinon tous, des membres de l'Union européenne font en réalité partie de cet accord, de ce schéma et de cette déclaration. Mais encore une fois, cette déclaration est vraiment maigre. Cela n'est en rien proche de ce que nous pensions que ce serait avec la formule paix de Zelensky. Permettez-moi de le souligner. Let me just emphasize that, right? But before this talk, we thought that Zelensky... Avant cette discussion, nous pensions que la formule de paix de Zelensky ferait partie du débat. La formule inclut le retrait inconditionnel de toutes les troupes russes, le rétablissement des frontières de l'Ukraine de 1991, le retour de la Crimée à l'Ukraine et un tribunal pour crimes de guerre contre Vladimir Poutine et d'autres responsables russes. C'est la formule de paix, n'est-ce pas? Cependant, la formule de paix ne figure pas dans le document final. Elle n'est même pas mentionnée en passant ou cachée quelque part. Elle est tout simplement absente. À la place, nous avons un accord selon lequel l'énergie nucléaire doit être utilisée de manière sûre et sécurisée. Nous avons un accord pour ne pas militariser la nourriture. Et le dernier accord concerne les prisonniers de guerre, stipulant qu'ils doivent être échangés. The prisoners of war. We have an agreement on prisoners of war should be exchanged.
I mean, if this is not kind of a Je veux dire, disaster for Ukraine, si ce n'est pas une catastrophe pour l'Ukraine, alors je ne sais pas ce que c'est. Même cet accord minimal n'a pas été rejoint par un bon nombre de pays du Sud global, parce qu'ils n'étaient probablement pas satisfaits du langage utilisé et de l'encadrement général de cet engagement ou de cette communication. Et encore une fois, attention, ce n'est pas un traité. Cela n'a aucune force en droit international. Ce n'est même pas du droit mou. C'est vraiment juste une déclaration de 80 pays disant qu'ils pensent tous que X est le cas. C'est aussi maigre que possible. Il n'y a vraiment rien de substantiel ici. Donc le seul espoir que j'ai, honnêtement, c'est que les Russes pourraient reprendre cela et dire d'accord, nous pouvons être d'accord avec le point numéro 3 sur les prisonniers de guerre, et nous sommes d'accord avec le point numéro 2 sur la non-utilisation des aliments comme armes. Point number 2 of not weaponizing food. Now, since we accept the two, and Zaporizhia we put separate. Maintenant, puisque nous acceptons les 2 points et séparons Zaporizhzhia, venons-en à la discussion. Je pense que les pays occidentaux ont peut-être en fait rendu service aux Russes. J'attends avec impatience de voir ce que le Kremlin va faire dans les prochains jours ou semaines avec cette annonce, car encore une fois, il n'y a rien de substantiel ici. Le fait que les Suisses soient vraiment fiers d'avoir accueilli cette réunion très importante, ils la considèrent comme une grande victoire en termes de relations publiques. Je l'interprète plutôt comme un désastre pour la neutralité suisse. Ils montrent clairement qu'ils sont du côté de l'un des 2 belligérants, en n'invitant même pas l'autre. Mais qui sait? The two belligerents, right, by not even inviting the other one. But who knows? Who knows? The good thing here is that this final communiqué is so. La bonne chose ici est que ce communiqué final est tellement vague et signifie si peu que la formule de paix de Zelensky n'a pas été incluse dans l'accord. Peut-être que quelque chose en sortira. Peut-être qu'il y aura effectivement une prochaine étape, auquel cas je devrais revoir mon jugement à ce sujet. Mais pour l'instant, il me semble que surtout du point de vue ukrainien, à part la séance photo, il n'y a vraiment rien à présenter ici. Si les Russes reprennent tous ces points, alors vous auriez encore plus de mal à refuser de négocier. Nous verrons où cela mène, mesdames et messieurs. C'était mon évaluation du sommet de la paix en Suisse. Merci. Ladies and gentlemen. That was my assessment of the Swiss Peace Summit. Thank you.